Et ma grand-mère me dit: «Mais est-ce que tu te rends compte de ce qu'on a vécu?» Nous, on pouvait pas parler aux gens. La moindre phrase qu'on disait un peu de travers, on était balancés, on était dénoncés par les voisins, par le collègue, par ci, par ça, et on était embarqués par la pile et on pouvait ne jamais revenir. Il y a pas de procès, il y a pas d'histoire. Tu disparais. Quand on est dans une dictature qui a presque un demi-siècle et qu'au bout du bout, il y a le fait d'être embarqué par la pile, d'être torturé, tué ou envoyé faire la guerre en Angola ou que sais-je encore. C'est terrible ça. Tu as soif de découvertes artistiques, tu aimes le spectacle et aussi les récits de vie intimistes. Tu cherches des parcours sincères, du vivant. Tu aimes comprendre comment naît un projet artistique, ce qui pousse un ou une artiste à créer, ce qui se joue avant la scène. Moi, je suis Isabelle, médiatrice culturelle et artiste, et bienvenue dans mon podcast L'entrée des coulisses. Je t'emmène à la rencontre d'artistes que tu ne connais peut-être pas encore, ou alors différemment, et c'est ainsi, grâce à ton écoute et à ta curiosité, que tu vas soutenir des artistes émergents, et plein d'autres choses encore. Mais ça sera à toi d'écouter. Allez zou, en coulisses. Pour l'enregistrement de cet épisode de l'entrée des coulisses, Lionel Cecilio, comédien et auteur, apparaît sur mon écran, souriant, disponible, confortablement installé dans un fauteuil bleu. Il est généreux, s'exprime avec une profusion de paroles, mais un mot revient souvent: fierté. La fierté d'avoir su rebondir après une première carrière interrompue, loin des planches et des caméras. La fierté d'avoir su être attentif aux signes du destin pour s'orienter vers le monde du théâtre, entre autres. La fierté de porter le seul en scène la fleur au fusil. Lionel et moi, nous avons longuement discuté et vous allez donc découvrir son parcours, apprendre certains détails sur la révolution des œillets, cette révolution au Portugal le 25 avril 1974 qui a mis fin à une longue et douloureuse dictature. Vous allez entrer dans le processus d'écriture du spectacle et surtout, vous allez percevoir l'importance politique autant qu'artistique de ce spectacle aujourd'hui. Alors, je sais pas, peut-être l'occasion de vous boire un petit verre de Porto ou ce que vous voulez d'ailleurs. En tout cas, bonne écoute. Olá Lionel, bom dia. Bon dia. Je commence comme ça parce que entre compatriotes portugais, on peut se le permettre. Bien sûr. D'ailleurs, justement, première question, est-ce que tu es né en France ou au Portugal? Je suis né en France, moi. Ouais. D'accord. Tu as... et quels sont tes rapports aujourd'hui avec le Portugal? Est-ce que tu continues à y aller? Tu as toujours de la famille là-bas? J'ai un peu de famille là-bas, alors d'abord de moins en moins et maintenant de plus en plus parce qu'en fait j'ai eu de moins en moins de famille là-bas et Ouais. maintenant il y a quelques anciens, quelques oncles, quelques tantes qui vivaient ici en France, qui sont en train d'y retourner pour aller y finir leurs jours, donc ça se rééquilibre. Moi j'ai un rapport avec le Portugal qui est assez, étrange. Il a d'abord été, régulier mais pas très profond. J'y allais tous les ans pour les vacances, Oui. de manière très régulière, mais sans rien connaître de ce pays. Je connaissais le village, les gens qui y étaient, et j'avais une vision assez superficielle de ce que c'était. Et puis après, j'y suis allé de moins en moins, donc c'était très distendu. J'y suis retourné comme touriste, parce que finalement, je connaissais pas le pays. Donc, alors que je parlais la langue, alors que j'avais le sentiment de connaître la culture, bah, j'étais jamais sorti des villages de mes grands-parents, et donc j'avais pas vu les grandes villes. Donc j'y suis retourné un peu comme touriste avec ma compagne, avec mes enfants. C'était encore un rapport encore différent d'avoir l'impression d'être chez toi, mais de rien connaître. Donc ça, c'était très étrange. Et puis là, depuis que je porte ce spectacle, c'est particulier parce que je me sens de plus en plus proche. D'abord, c'est un spectacle qui est très intime parce qu'il parle de la transmission avec ma grand-mère, etc. Mais Oui. c'est surtout un spectacle qui m'a permis de comprendre ce qu'était ce pays. Et je me suis rendu compte, comme je le dis dans le spectacle d'ailleurs, que ce que je prenais pour un havre de paix lumineux, estival, etc., c'est un pays qui a aussi connu des hivers au sens propre comme au sens figuré, et notamment un grand hiver de presque un demi-siècle qui a été la dictature de Salazar. Et en découvrant ça, j'ai compris aussi la culture, le peuple, l'histoire, les racines. Et je me suis rendu compte à travers ça que bah, pour comprendre où on est, où on va, il faut d'abord s'attacher à comprendre d'où ça vient.
Et c'est ce que j'ai fait avec l'écriture de ce spectacle, et notamment avec le travail d'archiviste qui m'a permis d'écrire ce spectacle. Donc c'est un rapport qui évolue dans le temps, comme tous les rapports d'ailleurs, que ce soit avec les humains ou avec les choses, ou avec les cultures, ou avec les pays. Il évolue dans le temps, et aujourd'hui il est particulier, il est profond. Alors, Lionel, moi, quand j'ai commencé à préparer un peu notre conversation, je suis tombée sur quelques informations te concernant. Moi, je trouve que tu es un explorateur, en quelque sorte. Tu es une sorte de touche-à-tout, un curieux qui s'essaye à plein de disciplines très différentes. Alors, j'ai noté la boxe, l'escrime, pardon, la capoeira. Tu as fait du cinéma, des séries télé, du doublage. Tu as fait aussi, tu as écrit des spectacles. Mais pourtant, il me semble avoir lu que ta première trajectoire n'était pas le théâtre. Il me semble avoir lu quelque part que, au départ, ta trajectoire t'emmenait vers une carrière de foot. Alors oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. En fait, c'est très drôle, mais le football, c'est le sport probablement qui se pratique le plus aisément, qui est le sport peut-être le plus accessible, ou l'un des sports les plus accessibles, notamment pour des classes moyennes ou des classes pauvres ou quoi que ce soit, et ce qui fait qu'il va réunir beaucoup de gens. Et puis c'est un sport qui, à mon avis, coche beaucoup de cases, c'est-à-dire que d'abord, c'est un sport que tu peux pratiquer sans trop d'injonctions de génétique. Il y a dans le football des grands, des petits, des maigres, des gros qui réussissent à des niveaux internationaux. C'est un sport qui ne demande pas de prédisposition physique, parce que c'est un sport d'équipe où souvent on dit, c'est une citation que j'aime beaucoup, en football c'est la tête qui joue, les jambes aident. C'est un jeu d'échecs à taille humaine. Si déjà tu sais réfléchir, le ballon court pour toi, ton placement va faire l'affaire, et le placement de tes coéquipiers aussi. Quand on regarde à la télé, on regarde l'élite. Donc ils arrivent à faire des choses très bien, mais ils les font d'une façon qui nous semble facile. Devant ta télé, tu as le sentiment que tu pourrais le faire. Et donc du coup, ce sport-là, il a touché tous les gamins. Alors moi, comme tous les gamins, il m'a touché. Et comme quelques gamins, mais finalement pas si peu que ça, parce qu'ils sont assez nombreux, j'avais la chance d'être plutôt doué pour ce sport. Donc on m'a prêté un avenir, et je me suis prêté au jeu avec beaucoup de joie, parce que j'adorais ça, parce que j'aime profondément ce sport, mais aussi parce que comme j'étais bon dans ce que je faisais, on me flattait. Et en fait, je pense que n'importe qui, adulte ou enfant, humain dans l'absolu, va aimer être à l'endroit où il sent que ce qu'il fait est bien. D'ailleurs, quand je dis ça me plaisait, en fait, qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Ce qui te plaît, c'est d'être bien à l'endroit où tu es. Donc en fait, quand tu es doué pour quelque chose et qu'en plus on te le dit, bah du coup, ça te rend heureux, et donc tu es heureux de le faire parce que tu es heureux aussi de voir la joie dans le regard des autres, et donc tu es heureux d'être là. C'est ce cercle vertueux de joie partagée avec ceux qui te regardent, qui t'encouragent, qui fait que tu es content d'être là. Donc forcément, ça me plaisait parce que ça me plaisait de grandir dans des regards brillants de gens qui me prêtaient un avenir dans ce sport. Donc j'ai évolué là-dedans. Et puis après, plus tard, la chose ne s'est pas faite pour très précisément des questions de santé, puisque je suis porteur d'une maladie de laquelle je parle assez peu, mais qui m'aura fermé les portes d'un centre de formation. Et puis après, moi, je me suis pas plus battu que ça aussi, parce que je me suis dit, bon, là, ça va être compliqué de forcer plus avant. C'est pas spécialement un regret, parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi ma vie et que je suis très heureux, mais ça a été pendant très longtemps une faille, non pas de pas être... Moi, j'ai eu un contrat pro au Paris Football Club. J'ai joué avec l'équipe première quand ils étaient en National 1 et que j'étais plus jeune. J'ai eu des surclassements, etc. Donc, du coup, j'ai goûté à ça, si tu veux. Donc, il n'y a pas de vrai regret de si j'avais su. Mon regret, il n'est pas là. J'ai vécu mon affaire. En revanche, mon regret, il est à l'endroit de ne pas m'être battu. Et je crois que ça m'a habité longtemps. Pendant très longtemps, je me suis dit, tiens, tu sauras jamais ce que ça a été, mais surtout, tu sais que toi, à ce moment-là, tu as eu une espèce de facilité, de lâcheté, de dire bon, tant pis, allez, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, j'ai réussi ma vie et tout va bien, mais je sais qu'il y a des endroits dans mon métier aujourd'hui où je me bats, et je sais que c'est des revanches que je prends sur la bagarre que j'ai pas menée avant. J'en ai plus ou moins conscience. Mais alors du coup, comment le théâtre est apparu dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a emmené vers le théâtre, la première fois que tu as eu ce contact avec le théâtre? Parce que il me semble que tu n'avais pas de terreau familial spécialement artistique. Donc il a bien fallu que le théâtre arrive d'une manière ou d'une autre.
Alors j'avais aucun, terreau, artistique, dans ma famille effectivement. Je suis pas un enfant de la balle, loin de là, puisque, même en tant que spectateur, voilà, mes parents, étaient des travailleurs de classe, moyenne, de banlieue parisienne, en habitant en Seine-Saint-Denis. Voilà, dans des conditions qui étaient correctes, mais qui étaient, correctes parce qu'il fallait beaucoup travailler pour qu'elles le soient et ce travail-là laissait assez peu de place, si tu veux, aux loisirs en général et encore moins à la culture en particulier. Donc je crois que j'ai un souvenir de cinéma, avec mes parents et je dois avoir un souvenir de théâtre avec l'école. C'est quelque chose qui me paraissait, très loin et puis surtout comme moi j'étais, heu, emmené dans cette, projection d'une carrière de sportif. J'avais, 3-4 entraînements par semaine plus les matchs le week-end et donc je j'avais pas non plus de place, pour, aller voir ailleurs. Alors la seule part de culture qui rentrait, dans ma petite bulle à ce moment-là, c'était, le rap. Quand je dis le rap de cette époque-là, samplait énormément de musique et donc grâce au rap, j'ai découvert la poésie par l'écriture des gens que j'écoutais à cette époque-là. J'ai découvert la funk, j'ai découvert la soul des années 70, l'électro-funk des années 70 qui était samplé dans des morceaux de rap de cette époque. Et moi, ça m'avait ouvert cet horizon. Et comme je suis quelqu'un de curieux, j'allais toujours voir derrière la chanson qui me plaisait. Et donc, ça me permettait de me cultiver à cet endroit-là. Et donc, la musique, la chanson avait une très grande place dans ma vie d'enfant et d'ado. Je me souviens notamment qu'on passait beaucoup d'heures en voiture avec ma maman qui m'emmenait aux entraînements de foot et qui venait me chercher souvent la nuit parce que c'était des entraînements qui étaient à 20 heures, qui étaient après l'école. L'hiver à 18 heures, il faisait nuit. Voilà, donc j'ai ces souvenirs d'être de nuit dans la voiture de ma maman et d'écouter beaucoup de musique. Elle écoutait énormément de musique, voilà, de sa jeunesse, des années 60, 70, 80. Voilà, j'ai été bercé avec du Jodassin, j'ai été bercé avec les musiques des comédies musicales dont j'avais même pas idée que c'était des spectacles. Moi, j'ai chanté et j'ai connu par cœur Starmania sans jamais avoir conscience que c'était un spectacle. Et c'est beaucoup plus tard que je dis, mais attends, je comprends pas, ils en ont fait un spectacle. Ah non, non, c'est une reprise. Ça Ah existait, d'accord, ça existait. Et donc voilà, j'avais une culture qui était ouais. assez fragile, pour ne pas dire néante, en tout cas à l'endroit du cinéma et du théâtre. Et donc j'évoluais comme ça très bien. Et puis à la faculté, j'ai eu un, alors, quand j'arrête le football, il faut bien que je me réorganise. Je suis pas très, voilà, j'ai pas de grandes aspirations puisque moi j'ai rien projeté puisque moi l'avenir il était, c'était la Champions League quoi, il y avait rien d'autre. Ouais. Et donc à ce moment-là, je m'inscris dans une fac de droit, pour, des raisons un petit peu floues. Donc voilà, fac de droit et puis surtout la dernière raison qui était la seule vraie raison, c'est qu'elle était pas loin de chez mes parents et ça me permettait de ne pas me lever trop tôt le matin Ah oui, parce que c'était pratique. voilà, donc j'étais pas parti pour étudier. Et quand j'étais dans cette fac, j'ai eu un événement conjoint la même journée et je me suis dit ça c'est un signe du destin et il faut pas que Ouais. ça me laisse passer. J'étais en matin, le matin pardon en cours de TD, donc c'est ces cours où on est comme au lycée dans des petites classes et je Mmh. griffonnais parce que j'ai pendant longtemps, j'ai écrit des paroles de rap, notamment pour des groupes de mon quartier, avec un ami à moi, qui est décédé depuis, qui s'appelle Tchéco Aglossi, qui était mon partenaire et donc voilà, on essayait de rêver à ce que nous aussi on pourrait faire dans ce milieu-là et on écrivait et j'écrivais déjà de la poésie sans m'en rendre compte à ce moment-là. Et donc un jour, je suis en TD en train de griffonner une feuille. Je dessinais beaucoup, beaucoup quand j'étais enfant. Je dessine, j'écris quelques paroles, je griffonne une feuille. Et le prof de droit constitutionnel qui me prend cette feuille attend la fin du cours et il me dit, écoute, t'as rien à faire là, il faut que tu ailles faire quelque chose dans l'artistique, tu écris très bien, tu dessines très bien, va-t'en, quoi, t'as rien à faire en droit, tu t'ennuies et du coup, voilà, autant que tu fasses autre chose. Et le même jour, il y a une jeune fille qui est venue me parler, que je connaissais de nulle part et qui m'a dit, voilà, je te vois beaucoup évoluer dans l'amphi, etc. Tu as une verve, tu as une gouaille, tu parles bien, tu es drôle, tu as une énergie, tu as un corps. Je suis au cours Florent, viens avec moi. Et moi, à ce moment-là, je l'envoie un peu bouler. Les cours Florent faisaient une émission de télé-réalité sur Canal+, que je trouvais ridicule. C'était les débuts des émissions de télé-réalité. Donc, on suivait des apprentis comédiens avec l'idée de se dire, si demain ils deviennent connus, on les aura connus en formation. Et moi, je trouvais cette émission ridicule. J'avais pas du tout envie d'être ça. Et je pensais que forcément, on rentrait au cours Florent, on était filmé. Ça me plaisait pas du tout. Et donc, je l'avais un peu envoyé bouler en disant, voilà, machin. Mais en rentrant à la maison, je me dis quand même, il y a un truc, le même jour, deux personnes qui se connaissent pas à deux moments différents, parce qu'elle était même pas avec moi en TD, elle avait pas du tout assisté à quoi que ce soit. Et donc, je suis allé sur Internet, je me suis un peu renseigné, ça a piqué ma curiosité, et donc je suis allé me renseigner pour un cours d'impro, un stage d'impro, pardon, sur 15 jours, qui tombait pendant les vacances scolaires. Et quand je suis arrivé, il m'a dit le prix, et je lui ai dit, bah non.
je vais pas avoir les moyens. Et il m'a dit, bah, tu peux assister en candidat libre, en auditeur libre. Et donc, j'ai assisté en auditeur libre. Et le deuxième jour, il y a une jeune fille qui était malade. Pour faire le nombre, ils m'ont fait monter sur le plateau. Et à partir de là, je suis tombé amoureux de l'exercice. Et encore une fois, je suis tombé en amour aussi de ce que je voyais dans le regard des autres. Je voyais bien que ce que je faisais avait un impact, qu'on me regardait différemment, qu'on me flattait, qu'on aimait ce que je faisais. Et donc, j'ai commencé à me ressentir bien. Et j'ai ressenti ce que je ressentais à l'époque du football, un truc de je Exactement. suis à mon endroit, je sais faire ça, je le Ouais. vois bien dans le regard des uns et des autres. Alors à la fois c'était un grand souffle dans mes voiles et à la fois pendant plusieurs années cette manière de fonctionner a été un revers de la médaille très handicapant parce que pendant les premières années de ce travail d'apprenti comédien, je crois que j'ai couru après des rêves qui n'étaient pas les miens et il a fallu du temps pour que j'identifie quelles étaient mes aspirations réelles, profondes et sincères qui faisaient que je me levais à 5 heures du matin s'il le fallait, que rien ne m'arrêtait. J'ai cumulé 3 jobs pour payer mon école de théâtre. Ah oui. 3. Je travaillais dans 3 boulots en même temps, je courais partout, plus l'école de théâtre. Et tout d'un coup, pour comprendre d'où me venait cette force, cette envie, cette passion, et la distinguer, la dissocier de rêves, de gloire, de lumière qui n'étaient pas les miens, qui étaient ceux d'un entourage, qui étaient ceux de l'envie de faire briller des regards dans mon entourage et tout. Il a fallu que je passe quelques années à disséquer tout ça. Aujourd'hui, je suis très très en phase avec ce que je veux faire, avec ce qui me fait rêver, avec ce qui me fait plaisir, avec l'endroit où je suis bien. Je marche plus du tout au regard des autres, même si évidemment je marche aux applaudissements du public, mais c'est différent. C'est un échange. Je cours plus après quelqu'un, je donne rendez-vous à un public et on se rencontre. Moi, j'ai choisi mon parti. Ma frustration, elle est ailleurs. Parfois, je me dis, ah, j'aimerais tellement tourner 60, 100 jours par an, c'est extraordinaire d'avoir une telle, comment dire, boulimie de travail, etc. Mais d'un autre côté, voilà, cette sérénité dans la manière d'aborder les rôles et cette fierté dans les rôles que tu portes et dans la profondeur du message que tu racontes, c'est hyper important. Et donc, je comble la frustration du manque de boulot parfois par l'écriture et je m'offre aussi, comme là dans La Fleur au fusil, des endroits où je peux exprimer ce que je ressens moi aussi, quoi. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. Alors justement, on va y venir à cette fleur au fusil. Comment il est né ce spectacle en fait? Parce que tout à l'heure tu nous parlais donc de ton enfance au Portugal, etc. Tu ne te rendais pas compte forcément de l'histoire du pays. Du coup, comment il est né ce spectacle? Comment tu y es venu? Bah, c'est intéressant parce que pour raconter comment est venu ce spectacle, il faut que je raconte une histoire qui a quelques années à peine. Et Ouais. donc, du coup, comme là, on a fait mon parcours depuis que je suis petit, tu vas voir qu'il y a beaucoup de wagons qui se raccrochent et des choses que j'ai dites de moi ou de ce que je crois comprendre de moi maintenant avec le recul vont venir totalement alimenter ce que je vais te raconter sur comment me vient ce spectacle. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, il y a l'ouverture et la curiosité d'aller découvrir des choses. En plus, à côté de ça, je l'ai dit, je suis quelqu'un qui peut-être, d'une certaine façon, croit au destin. Donc je crois qu'il y a des choses qui te parviennent aussi quand tu vas pas les chercher. Après, à toi de savoir les voir et de gratter derrière. Et puis après, la dernière chose, c'est qu'il y a dans mon parcours forcément un vrai lien avec la transmission, avec la famille, avec l'intime, avec tout ça. Et ben c'est un peu de tout ça. D'abord, je pense qu'il y a une part de destin qui est venue m'amener cette histoire sous les yeux puisque j'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux. Donc ça, voilà, j'étais en train de regarder, je m'ennuyais, on était en 2020, période de confinement avec les théâtres fermés, etc. Et donc du coup, on est en avril, le 25 avril, c'est la date anniversaire de cette révolution des œillets, et donc les réseaux sociaux regorge de choses sur le 25 avril qui m'étaient jamais parvenues jusque-là, mais là je suis en train de scroller, j'ai rien à faire, et puis comme je disais, il y a peut-être une part de destin, je tombe là-dessus. Alors là, il y a une part de curiosité, je l'ai dit tout à l'heure, je me mets à gratter, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que je connais pas, comment ça se fait que je la connais pas, et puis là il y a la part d'intime, de transmission et de lien avec la famille, je vais faire exactement ce que je raconte dans le spectacle, je vais appeler ma grand-mère, et je vais lui dire pourquoi tu ne m'as jamais raconté, et elle va me répondre pourquoi tu ne m'as jamais demandé. Et à ce moment-là, je me dis, il faut vraiment que j'écrive sur la transmission. C'est ça qui me frappe. Sa réponse me touche en plein cœur. Je me dis, mais en fait, je la connais pas. Je connais Mémé,
ma grand-mère, mais je ne connais pas Céleste, la femme qu'il y a derrière, avec le parcours de femme. Et tout d'un coup, ça me fascine. Et je me dis, c'est là-dessus que je veux écrire. Et sauf qu'à chaque fois que je me penche sur l'idée d'écrire quelque chose et que quelque chose me vient, me revient très fort en mémoire la dictature de Salazar. Elle a totalement influencé, c'est le moins qu'on puisse dire, la vie de ma grand-mère, puisque elle, elle a été présente tout le temps, quoi. Donc, et c'est une Ouais. dictature qui est très forte et qui est très oppressante. Et donc, je me dis, bon, bah, en fait, je peux pas les dissocier. Je vais raconter cette dictature et cette révolution parce que les deux sont remarquables et les deux sont incroyables. La dictature parce qu'elle a été la plus longue, parce qu'elle est insoupçonnée, parce qu'elle est dans un pays où aujourd'hui, on va sans se demander s'il y a eu une dictature, alors qu'il y a plein de pays dans le monde où on se dit, ah ouais, quand même, je sais qu'ici, il y a eu des révoltes et tout. Le Portugal, personne n'en parle. Donc, il y a ça, mais il y a aussi la révolution des œillets, une révolution pacifique, avec des gens qui ont gardé cette lueur d'humanité en eux, chevillés au corps, ça c'est fantastique. Et donc moi je me dis, il faut raconter les deux, mais il faut le raconter par le prisme d'un passage de relais entre une grand-mère et son petit-fils pour garder cette transmission et pour garder l'idée de raconter entre les lignes le vécu des uns et des autres avant qu'il ne soit celui-là. Donc au début du Et, spectacle, oui, pardon. et ça, je trouve que c'est une grande chance que tu as eue parce que très souvent, enfin moi j'ai remarqué ça, notamment dans ma famille, hein, on n'en parle pas. Enfin, souvent, les Portugais qui ont subi ça en parlent peu. Et je trouve que c'est une vraie chance que tu aies pu recueillir la parole de ta grand-mère. Parce que, voilà, je trouve que les Portugais eux-mêmes, très souvent, n'en parlent pas. Et que si on ne va pas justement poser les questions et si on ne va pas un peu fouiller, ils ne disent rien, en fait. Vous savez, quand on a grandi et vécu dans un pays libre comme est la France, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Et donc, je pense que c'est très important, à travers ce spectacle, de prendre aussi conscience de ça. Quand je dis à travers ce spectacle, c'est à travers ce qu'on est en train de se dire là, c'est à travers le passage de parole de ce qu'appelait une dictature, de ce qu'est aujourd'hui, au moment où on se parle une dictature. Il faut bien comprendre que nous aussi, aujourd'hui, en 2026, on n'a aucune idée, aucune idée. On se le figure, on regarde la télévision, etc. On n'a aucune idée de ce que vit quelqu'un à la peau un tout petit peu mate aujourd'hui, en même temps qu'on se parle là, aux États-Unis d'Amérique, avec la ICE à chaque coin de rue. C'est-à-dire que ce sentiment de peur, d'angoisse, d'être traqué, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et si on ne l'a pas vécu, il faut se l'être fait raconter de la manière la plus intime du monde. Et c'est ce que je veux faire avec ce spectacle, parce que moi, ce dont je prends conscience en discutant avec ma grand-mère à ce moment-là, c'est que j'avais même une forme d'intolérance vis-à-vis de ce mutisme. Je disais, mais attends, vous avez vécu cette chose-là, il vous appartient de la transmettre. C'est pas possible de pas le dire. Et ma grand-mère me dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce qu'on a vécu? Nous, on pouvait pas parler aux gens. La moindre phrase qu'on disait un peu de travers, on était balancé, on était dénoncé par les voisins, par le collègue, par ci, par ça, et on était embarqué par la PIDE et on pouvait ne jamais revenir. On pouvait le torturer, on pouvait mourir, on pouvait disparaître, on savait même pas. D'ailleurs, les gens qui étaient embarqués par la PIDE, donc la PIDE, pour ceux qui regardent cette interview et qui ne le savent pas, j'en parle dans le spectacle, c'est la police secrète de Salazar. On l'appelait la police internationale de défense de l'Estado Novo, et ça s'écrit PIDE, et donc c'est la PIDE. Cette police qui était une milice, hein, c'est la ICE de Donald Trump, mais qu'on peut comparer avec beaucoup de milices de régimes autoritaires et de dictatures. Cette PIDE, elle embarquait des gens, et on appelait ça les disparus entre les mains de la PIDE, parce que vraiment ils disparaissaient. Parfois ils revenaient, mais dans des états incroyables, et parfois ils ne revenaient même pas sans qu'on sache ce qu'ils étaient devenus. Et ça, on pouvait être dénoncé. Tu vas au marché, tu dis une phrase qui plaît pas, tu marches sur le pied de quelqu'un, il te dénonce à la PIDE en disant que tu es communiste ou que tu es en train de fomenter une rébellion, il cherche même pas à comprendre, il t'embarque. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'histoire. Tu disparais. Et donc, quand tu as vécu dans ce climat-là, il y a une forme de mutisme. T'oses plus parler aux gens. Et ça, tu l'as ancré en toi. Et quand tu l'as ancré en toi, pour aller le chercher, il va falloir vraiment que tu crées une zone de confiance, ou alors que les années soient passées depuis longtemps et que tu te sois détendu, mais c'est compliqué. Et ça, c'est valable pour tous les peuples qui ont vécu des choses terribles et horribles, mais notamment pour ceux qui ont vécu ce climat de peur. Je trouve que c'est le plus gros des terrorismes, c'est celui-là. C'est cette terreur qu'on installe par la peur de l'autre. Quand on est dans une dictature qui a presque un demi-siècle et qu'au bout du bout, il y a le fait d'être embarqué par la PIDE, d'être torturé, tué ou envoyé faire la guerre en Angola ou que sais-je encore. C'est terrible ça. Et donc effectivement, ce mutisme-là, maintenant, je le comprends et humblement, comment dirais-je, je l'accepte, je l'accueille. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans quelque chose de revendicateur, de mais vous n'avez pas honte, c'est votre devoir de parler. Je le disais pas, hein, je le pensais. Je me disais, mais qu'est-ce que cette génération qui partage pas alors que c'est votre devoir de partager? Pas du tout. C'est notre devoir de s'intéresser à nous, la génération jeune, et c'est notre devoir de les mettre en confiance pour leur dire c'est fini. Mais surtout, c'est notre devoir, la génération jeune, à faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais un climat de terreur
pour qu'ils se sentent en confiance. Donc aujourd'hui, mon spectacle, il porte le devoir de mémoire, mais il porte aussi le devoir d'éveil, parce qu'on est en plein dedans. Et attention, là je parle des États-Unis parce que ça parle à tout le monde qu'on est en plein dedans avec la ICE, mais c'est pareil dans tellement de pays du monde. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui sont à 2, 3, 4, 5 heures d'avion de Paris, où on peut pas dire ce qu'on veut du tout, du tout, du tout. Où on peut être lapidé, où on peut être tué, où on peut être enfermé dans des conditions terribles, juste pour avoir dit une parole. Donc, il faut aussi, avec ce genre de discours, et notamment avec le spectacle que je porte, puisque c'est de ça dont je parle, avoir le devoir des mémoires des anciens, le devoir d'éveil de maintenant, mais surtout la prise de conscience de la chance qu'on a. Et cette chance, il faut la protéger, la chérir. Moi, aujourd'hui, j'ai le droit d'aller sur cette scène de théâtre, porter ce spectacle-là. Je suis pas sûr que je puisse le faire dans tous les pays. Et je suis pas sûr que je puisse encore le faire demain. Donc ça, c'est important aussi, ouais. Mais par rapport au titre, La fleur au fusil, moi, ça me fait immédiatement penser à une photo. Je ne sais pas si tu l'as dans la tête, qui s'appelle Flower Power, qui a été prise en 1967 par, j'ai noté son nom, par Bernie Boston, qui a été prise lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam et devant le Pentagone. Et on voit donc cette photo, je la mettrai hein, pour que les gens s'en souviennent aussi. On voit une jeune militante, à l'époque on a dit que c'était une jeune hippie, mais enfin bon, une jeune militante, qui glisse une fleur dans le fusil tenu par un soldat. C'est un geste presque naïf face à une arme. Moi, j'ai l'impression que ton spectacle, La fleur au fusil, s'inscrit dans cette lignée de gestes symboliques. Est-ce que tu penses que c'est aussi un geste politique, ton spectacle? Et pourquoi devait-il passer par le théâtre? Alors bien sûr, c'est un geste qui est éminemment politique. Dis-moi. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas monter sur un plateau en 2026 dans l'état dans lequel est le monde aujourd'hui, sans avoir en tête la portée politique d'un tel message. D'abord, la portée politique dans ce que raconte, c'est-à-dire le spectacle, c'est-à-dire une dictature qui chute par l'action pacifique et humaine et humaniste d'un peuple uni. Ça, c'est très politique. Mais aussi, c'est une mise en abîme aussi par le fait d'être là. Parce que le fait de pouvoir raconter sur une scène de théâtre à des gens qui payent pour venir écouter cette histoire, l'histoire de gens qui, eux, n'avaient pas la liberté d'expression et qui ont dû biaiser pour la détourner et pour arriver à organiser une révolution, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, la manière de dire voilà la chance qu'on a, voilà comme c'est fragile, voilà comme on pourrait ne pas l'avoir demain. Et puis c'est une manière de s'unir autour du propos, sachant que c'est tout l'objet du spectacle, ils se sont unis. Alors évidemment, c'est éminemment politique. Pourquoi est-ce que ça devait passer par le théâtre? D'abord, j'ai beaucoup réfléchi à la forme que ça devait avoir et je me suis dit que ça pouvait aussi être un livre. J'aurais très bien pu écrire un livre. Pour moi, c'était évidemment du théâtre parce que tout ce que raconte ce spectacle, c'est que on ne s'en sortira qu'avec l'union et l'amour. Ils sont tous ensemble et ils sont unis autour d'une idée humaniste qui semble utopique mais qui a fait ses preuves puisqu'ils y sont arrivés, qui est on peut y arriver en étant des gens humains et en étant pacifiques et sans sombrer et sans être l'égal de nos bourreaux et sans être aussi terrible que nos bourreaux et sans user de la force et sans user des armes. Donc c'est un grand sentiment, mais c'est surtout un sentiment qui n'a du sens que si du coup pour le raconter on s'unit. Et il fallait pas que ça soit un film. Il fallait que ce soit du spectacle vivant. Il fallait que tous ensemble, là, réunis à l'instant T, dans cet espace clos fermé qui est un théâtre, on vive ce moment-là ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir les frissons et le vivre et se rendre compte ce que ça veut dire d'être unis, d'être tous ensemble. Et puis surtout, moi, chaque soir, quand les gens applaudissent, je me dis pas, ah, ils m'applaudissent, c'est génial. Je me dis, ils sont dans ma bande, on est tous Ouais. ensemble. Et on joue sans discontinuer depuis le 11 septembre. J'ai l'impression que ma bande, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Donc si demain, il doit se passer un truc, la bande des gens qui sont dans cet axe-là, elle est grande. On est nombreux, on est très nombreux. Ah, je suis pas tout seul. On était nombreux dans cette salle et on a tous applaudi. Et quand j'en parle, les gens me disent ah oui, je l'ai vu, j'ai aimé, etc. Et Et d'ailleurs, ça, tout ce que tu dis résonne, tout ce que tu dis résonne, je trouve, avec le cri que l'on entendait pendant la Révolution. O povo unido jamais será vencido. le Le peuple peuple uni uni, ne sera plus jamais vaincu. C'est exactement voilà, ça. le peuple uni.
On va revenir un peu, en Bien fait, sûr, oui, à je ton comprends. processus d'écriture. Tu as donc discuté avec ta grand-mère qui t'a raconté plein de choses. Tu t'étais déjà renseigné sur plein de choses autour de la Révolution. Tu avais donc pas mal de ressources et surtout une parole vivante aussi. Comment tu t'es organisé pour ton écriture? D'ailleurs, toi, comment tu écris? Est-ce que tu écris par flow? Est-ce que tu te poses comme ça pendant quelques jours et tu écris, tu écris? Comment tu as utilisé tout ce que tu as récupéré pour écrire ton spectacle? Alors, globalement, quand j'écris en règle générale, que ce soit du roman ou que ce soit, du théâtre, j'écris toujours à peu près pareil, j'écris dans ma tête. En gros, Mhm. ce qui se passe, c'est qu'il y a des idées qui sont en moi et je pars du principe que si elles, arrivent à survivre au temps qui passe, c'est qu'elles sont bonnes. Donc en gros, ces idées-là, quand je les ai, je les laisse exister, je les matérialise, mais je les mets dans le fond. Si je m'en souviens le lendemain matin, c'est qu'il y a un truc. Si je m'en souviens le surlendemain, il y a encore autre chose. Et D'accord. quand elles existent. Une fois que je les ai laissées exister en moi, je leur ai laissé de la place, donc elles sont là. Donc au bout d'un moment, elles n'existent plus parce qu'elles sont fortes, elles existent parce que moi, je leur ai laissé de la place. Elles Donc, sont là sans que je le sache, quoi. Elles sont là dans le fond. ouais. Et dans cette démarche-là, que ce soit dans une discussion avec une boulangère, voilà, je vais retenir des choses. Quand j'ai des tournures de phrases qui me viennent, qui sont belles, ou quand je discute avec quelqu'un qui a une idée qui me vient, qui est belle, je vais noter. Et donc, j'écris un peu en continu des choses qui n'ont aucun sens les unes avec les autres dans un petit carnet, un peu dans ma tête, etc., etc. Mhm. Et puis, à un moment donné, lorsque cette tâche d'arrière-plan d'une histoire qui était en moi, et parfois j'en ai plusieurs en même temps, etc., va vouloir exister, elle va être forte, elle va vouloir exister, je retourne dans toutes mes petites notes, j'ai une espèce de grosse boule, et là je fais un puzzle. Et il y a des choses, je dis, ah ça c'est vraiment bien, mais là-dedans ça n'a aucun sens, je sais pas où le mettre. Et puis j'enlève. Puis après il y a un truc, je dis, mais ça a rien à voir avec la révolution des œillets. Mais par contre, je peux le mettre dans la bouche de ce personnage qui lui a tout à voir avec, et pam, pam, pam. Et je fais des trucs comme ça. Et à ce moment-là, je vais commencer à écrire. Alors généralement, ce que je fais, c'est que quand l'idée veut vraiment exister, je l'essaie de lui trouver une ossature. Je me dis, c'est quoi l'axe? Qu'est-ce que je veux raconter? Je veux raconter la révolution des œillets et je veux le raconter par le prisme d'un passage générationnel. Ok, je vais prendre une grand-mère, je vais prendre un petit-fils, ils vont discuter. Ok, mais à ce moment-là, il faut qu'on s'attache, il faut que ça soit humain. C'est la grand-mère une fois jeune qui a vécu ça. Et le petit-fils peut pas le soupçonner. Et là, il y a un monde qui s'ouvre. Ah, c'est ça que je vais faire. Oui, mais attends, c'est quoi son parcours? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette révolution? Mhm. Je veux raconter les bidonvilles de Champigny. Je veux raconter les œillets à la boutonnière des soldats et dans les fusils des soldats. Je veux raconter le journaliste, comment le nom est né. Je veux raconter. Ok, super. Là, tac, tac, tac. Et j'ai mon ossature. Et à partir du moment où j'ai mon ossature, je vais lui donner sa chair en allant chercher dans mes notes, en créant des personnages. Ah ouais, j'avais rencontré un mec dans un PMU qui était hyper bourru. Ça va être mon militaire. Super. Je vais le rechercher dans ma tête. Ah, mais qu'est-ce que je pourrais lui faire dire? Oh, je me souviens, il y avait un étudiant une fois dans un festival qui m'avait dit cette phrase. Cette phrase, elle est parfaite pour lui. Pam, pam, pam. Et c'est comme ça que j'écris, quoi. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, il y a une espèce de relecture. Et là, j'essaye de faire un peu comme un travail de polissage, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, j'essaie de bien faire les contours pour que les transitions soient fluides, de me dire, ah là, ça serait vraiment génial qu'on passe de ce perso à ce perso. Parce que comme ils ont vraiment rien à voir, ça me permet dans le corps d'aller chercher un truc. Et après, voilà, j'essaie de faire mes contours. Et pour les seules en scène que j'écris pour moi, le processus d'écriture, il est grosso modo celui-là. Et là, pour la fleur au fusil, il y a une étape en plus qui a été un travail d'archiviste, mais qui Oui. n'était pas un travail d'archiviste en vue d'écrire. C'est-à-dire que j'ai été tellement secoué, choqué, fasciné par cette révolution des œillets, que pendant 3 ans, j'ai fait une espèce de travail d'archiviste sans le savoir. C'est-à-dire que j'étais tellement curieux que je voulais tout savoir. Je regardais des reportages, des documentaires, je lisais Mhm. des témoignages, je lisais des... Voilà. Et donc, j'ai fait plein de choses comme ça. Et je me suis rendu compte après que tout ce que j'avais creusé là, ça allait me faciliter la tâche fois 12 pour ensuite me mettre à écrire un spectacle. Donc je savais pas que Mhm. c'était un travail d'archiviste, mais oui, il a été fait et ce travail-là, il a duré 3 ans. En fait, pendant 3 ans, je me suis D'accord. intéressé à ça sans savoir qu'un jour j'écrirais dessus, quoi. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Le public, quand on est sur scène, on le voit pas forcément, mais on le sent. Toi, est-ce que il y a un moment dans le spectacle où tu sens que le public a une écoute particulière? Ah Est-ce oui, qu'il y a oui. un moment particulier dans ce spectacle où l'écoute est différente? Il y a beaucoup de moments où je sens que le public Ouais.
Et particulièrement, il y a plusieurs moments où j'ai l'impression que le public met sa main dans la mienne, tu Il est vois? avec Il y a toi. il y a un Ouais. truc comme ça où on se donne la main et je les sens. Unido. Et exactement. D'abord, je sais que, le moment où arrive la première scène de contrôle de police, qui est la première scène un peu dure du spectacle, il y a des gens qui savaient pas forcément ce qu'ils venaient voir, qui avaient pas les codes et on les brouille volontairement au début du spectacle, qui Ouais. s'enfoncent dans leur siège en mode: «Ouh là c'est dur, qu'est-ce qui va se passer?» Ensuite, le moment où Chico, la fin de la scène, de la dernière scène de Chico, donc je vais pas dire ce qui se passe, mais la fin de la dernière scène de Chico, il y a évidemment dans la mise en scène quelque chose de sonore, de très impactant, mais c'est pas que ça. Si j'ai bien fait mon travail avant, si les gens se sont attachés, c'est très très souvent le cas à ce personnage, à ce moment-là, je les sens dans le fauteuil, s'enfoncer dans le fauteuil. Il y a un autre moment aussi, c'est lorsque la grand-mère raconte à son petit-fils qu'elle a été torturée et que lui tombe des nues et qu'elle lui dit oui, c'était comme ça. Là, je sens que dans la salle, il y a une espèce de oh Ouais. et ils ressentent ce qu'a ressenti le petit-fils. Ils sont vraiment à l'endroit du petit-fils. Et puis il y a un autre moment où je les sens vraiment très très fort. C'est quand dans la voiture ils sont en train de faire le plan de ce qu'ils vont faire et qu'il y a la chanson. Et là, il m'arrive même d'entendre des chants dans la salle et c'est assez fort parce que tu as une petite part de public suffisamment portugais et suffisamment vieux pour entonner ce chant avec moi. Et généralement, le reste de la salle est extrêmement ému. Et il y a une espèce d'union comme ça dans la salle de ceux qui savent, ceux qui apprennent, et ceux qui entraînent et ceux qui suivent. Et on est tous ensemble. Et ce moment-là, qui dure pas si longtemps que ça, mais tant mieux, parce qu'il faut savoir aussi repartir, il est très touchant. Et ça fait déjà beaucoup de moments pour un spectacle d'1 h 15, 1 h 20, où tu sens que le public, là, oh, il Ouais. s'attendait pas. À l'issue du spectacle, donc, enfin, c'est ce qui m'est arrivé à la Comédie Bastille, tu rencontres volontiers tes spectateurs et certainement que tu dois rencontrer un tas de personnes très très différentes et que tu dois recevoir comme ça, après coup, l'émotion aussi, toutes les émotions dont on vient de parler. Comment tu le reçois? D'ailleurs, qui vient te voir? Et comment tu reçois ce que le spectateur te redonne, en fait, à la fin du spectacle? Alors effectivement, il y a ce moment à la fin du spectacle où en fait, je vais, signer les livres. Les gens achètent le Mmh. livre du spectacle et moi je vais le dédicacer, puis c'est le moment Ouais, de se rencontrer, de se dire un mot aussi. Ce moment, il est devenu partie intégrante du spectacle. ouais. Au départ, c'était juste, bon, bah, le livre est disponible et puis je vais sortir le signer. Maintenant, on a gardé ça partout où on joue, même en tournée, parce qu'en fait, c'est devenu vraiment comme une espèce de continuité. D'abord, on s'est Ouais. rendu compte que les gens en avaient besoin. Le spectacle est très, très fort et les gens en ont besoin. Par ailleurs, c'est un sujet qui est méconnu. Donc il y a beaucoup de gens qui hallucinent de ce qu'ils ont vu pendant 1 h 20 et qui ont besoin de venir à la pêche aux infos. Vraiment, on sent cette nécessité-là. Moi, j'adore ça. Moi, je viens à un rendez-vous Tinder tous les soirs à la Comédie Bastille. J'ai rendez-vous avec le public comme on a un rendez-vous amoureux et j'ai ce vrai plaisir-là. Et donc, le moment qui suit après, je pense qu'il est aussi nécessaire pour le public qu'il est jouissif pour moi. Vraiment, j'aime rencontrer les gens, j'aime parler avec les gens. D'ailleurs, le plus dur pour moi à la sortie du spectacle quand on a ce moment-là, c'est d'y mettre fin. Qui vient me voir, tu me demandais, on a de tout. On a des jeunes qui me disent ah, incroyable, ça m'a donné envie d'appeler ma grand-mère. On a des gens qui reviennent à plusieurs reprises. Tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà vu ce spectacle 4, 5 fois. On a des gens qui sont des jeunes et qui disent je vais en parler avec mes grands-parents. On a des jeunes qui disent bah, j'étais déjà venu, j'en ai parlé avec mes grands-parents, on est là ensemble. On a des personnes plus âgées qui l'ont vécu. J'étais en France, j'ai vécu ça par procuration. J'étais là-bas, je l'ai vécu là-bas. On a des gens qui étaient dans l'armée. On a des gens de Oui. 70, 15 ans, des hommes qui étaient dans l'armée qui ont vécu ça. Et puis après, on a des anecdotes de dire, bah, ça, je l'ai vécu, ça, j'y étais, ça, machin. Et ma plus grande fierté, c'est que, alors, dans le ratio, on a beaucoup plus de Français que de Portugais. On a beaucoup plus D'accord. de gens qui apprennent cette histoire et qui la connaissaient pas, qui n'ont aucun lien avec le Portugal, ou de gens qui connaissaient cette histoire par procuration mais qui vivaient ici, qui ont aucun lien avec le Portugal, que de gens qui l'ont vécu et qui étaient là-bas. Dans le ratio, c'est plus 30%, 70%. Et ma plus grande fierté, c'est que tous unanimement me disent c'est exactement ça. Et donc de savoir que j'ai rien trahi, que j'ai suffisamment bien travaillé pour ne pas trahir leur mémoire, leur confiance, leur histoire. Pour moi, c'est une très très grande fierté. Ça veut dire que je m'inscris dans un truc de passage de parole
où je peux être tranquille, je sais que tout le monde est OK avec ce que je suis en train de raconter et ça, c'est ma plus grande fierté, vraiment de tout ce qui m'arrive. C'est les témoignages de gens qui l'ont vécu et qui me disent: «C'était exactement ça». Je me dis: «Bon, bah, c'est cool, quoi. Je suis content de pas t'avoir trahi parce que c'est toi le vrai héros. C'est toi qui y étais, quoi». Mais ce spectacle-là, il a rencontré le public à un endroit de divertissement, d'émotion, et de sentiments mêlés, de rire, de larmes, et cetera et voilà, d'envie de partage, d'envie de s'unir, qui me rend infiniment fier parce que c'est tout l'objet de ça. Pendant très, très longtemps, je me suis senti un peu pas vraiment du métier, un peu en marge, pas parce qu'on m'excluait, mais parce que moi, j'avais des barrières intérieures qui m'empêchaient d'y aller. Quand j'ai décidé de faire ce métier, et que je l'ai dit à mes parents étaient vraiment pas chauds et ils m'ont Ouais. dit 2 choses qui me sont restées. La première, ils m'ont dit: «Si tu travailles vraiment, que c'est pas une planque, on sera toujours là pour toi». J'ai toujours travaillé, ils ont toujours été là. Jusqu'à présent, on a tous les 2, enfin nos 2 parties, mes parents d'un côté et moi de l'autre, tenu parole. Mais la deuxième chose qu'ils m'ont dite, et c'était dans l'autre ordre, ils me l'ont dit en premier, ils m'ont dit: «Non». J'ai dit: «Pourquoi?» Ils m'ont dit: «C'est pas pour nous, c'est pas pour les gens comme nous». Et en Mmh. fait, pendant très longtemps, j'ai vécu dans ce métier en ayant l'impression d'être, l'invité clandestin d'une soirée, à laquelle j'avais pas le droit. Et à Ouais. chaque fois qu'il m'arrivait des trucs positifs, j'avais l'impression d'être en train de piquer au buffet d'un Mmh. truc où j'avais pas été invité. Et Ouais. donc du coup, ce sentiment, ce syndrome de l'imposteur, Voilà, oui. qui existe en toi et qui est nourri par cette phrase qui résonne encore de et c'était pas méchamment que mes parents me disaient ça, Bien sûr. parce que je crois qu'ils ont raison. Parce que je crois qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, en tout cas par le passé, c'était vrai, ont fermé les portes du théâtre, l'ont rendu opaque, l'ont rendu compliqué, l'ont rendu élitiste. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu avec l'idée de c'est pas pour nous. Nous, on est de la culture populaire, nous, c'est la télé, nous, c'est la musique, nous, c'est la chanson, et encore pas toutes. Voilà, pas de musique classique, pas de jazz, c'est un peu trop pointu. En vérité, tout est pour tout le monde et tout doit être pour tout le monde. Et je le vois, moi, dans ma salle. Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je fais un spectacle, soit en comédien, soit en auteur, soit en seul en scène, tout confondu, où je n'arrive pas à identifier un type de spectateur. Ils sont jeunes, ils sont vieux, ils sont des femmes, C'est ils sont top des ça. hommes, ils Ah sont ouais. en couple, ils sont célibataires, ils sont seuls, ils sont à 12. C'est fou, quoi. Ton spectacle est en lice pour les Molières. Comment tu le vis? Comment tu l'envisages? Est-ce que ce serait une récompense pour toi? Est-ce que ce serait une reconnaissance? La seule chose dont je me souviendrai, si un jour j'ai la chance d'avoir une nomination, voire un Molière, c'est mon metteur en scène et moi dans les coulisses, en train de se prendre dans les bras et de se dire: «Oh, t'as vu ce qu'on a fait? C'est extraordinaire, les gens, ils ont aimé ce spectacle». Les seuls moments dont je me souviendrai, c'est les gens qui me tombent dans les bras à la sortie du spectacle, pour me dire: «J'y étais, j'ai vécu, c'était incroyable, merci de le dire». C'est les applaudissements, c'est les moments de doute par lesquels je suis passé. Si tu arrives au bout d'un chemin et qu'on te donne une petite statuette, il y a que dans cette statuette, il y a que ça. Il y a les moments de partage, les moments d'humanité, les moments de vie que tu as vécu avec les uns et les autres. Alors sur un seul en scène, les gens sont moins nombreux, mais il y a quand même les directeurs de salle qui m'ont accueilli et qui m'ont fait confiance, le public qui m'a accueilli, qui m'a fait confiance et qui me l'a rendu en bouche à oreille, en applaudissements, en témoignages, en larmes, en rires, etc., etc. Pendant que je te parle là, je joue régulièrement et on a des encartés, des gens qui ont la carte des Molières, des votants à l'Académie des Ouais. Molières qui viennent voir le spectacle. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, beaucoup d'ailleurs, que des gens me disent: «Ah mais moi je vais voter pour toi, mais ça c'est incroyable, c'est toi qui vas l'avoir, c'est sûr que tu vas l'avoir». En fait, quand ils me disent ça, en fait, j'entends que ces gens-là, avec l'expérience qu'ils ont, le talent qu'ils ont, parce que pour voter, il faut être un professionnel de la profession, donc la plupart du temps, c'est des gens qui travaillent et la plupart du temps, c'est des gens que j'admire. Avec le talent qu'ils ont, avec l'expérience qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont vu et fait de théâtre, ils sont capables à ce moment-là de me dire: «Toi, tu le mérites, toi, je vais voter pour toi». Mais pour moi, c'est une fierté monstrueuse. Si je vais au bout et que je l'ai, ça sera la matérialisation de ce parcours humain, de cette épopée que j'ai vécue avec ceux qui ont cru en ce spectacle. Ça a commencé avec le metteur en scène au tout début, Jean-Philippe Daguerre, ensuite avec les producteurs, que ce soit Pierre Boiteux, Charlotte Matzneff, qui y ont cru et qui l'ont porté, et puis après les directeurs de salle, Christophe Segura, Franck Desmet et tous les directeurs de salle partout où on est passé, Serge Pommier, Nathalie Lucas. Tous ces gens-là, à un moment ou à un autre, pour une raison ou une autre, ils ont dit: «Je crois en cette histoire et à la manière dont elle est portée à la scène». Ça, pour moi, c'est extraordinaire et ça se matérialise dans
ce que représentera éventuellement ce Molière. Mais ça n'existe que parce qu'on m'a fait confiance pour pouvoir monter mes Bien précédents sûr. spectacles. Donc il y a tous les directeurs de salle, les producteurs, les metteurs en scène, les éclairagistes, etc. avant. Là, par exemple, sur ce spectacle, Moïse Rille qui a fait les lumières, Simon Glaise qui fait la régie générale du spectacle, etc., mérite autant que moi. C'est un vrai travail d'équipe. Donc c'est pas toi qui vas chercher ta statuette, c'est regarder ce qu'on a fait tous ensemble. On a fait un truc qui va exister. Et puis après, la vraie grande fierté, c'est que c'est un tel éclairage, un tel coup de projecteur sur un spectacle, que ce spectacle derrière risque de vivre encore beaucoup. Et moi, j'ai envie que ce spectacle-là, avec le message qu'il véhicule, vive encore très longtemps. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Je crois même avoir vu quelque part qu'il y a une petite tournée au Portugal entre-temps. Oui, en fait, on fait la tournée en même temps que la programmation parisienne, Voilà. parce qu'il y a beaucoup de dates, donc tout s'entremêle. En tout cas, cette tournée au Portugal, elle est signée, elle est prévue, et il est question qu'on y aille. Et c'est une joie d'emmener ce spectacle-là là-bas, ouais, vraiment. On va s'arrêter là, Lionel. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle. Muito obrigada. Merci Obrigado, infiniment eu. pour tout ce temps. Je voudrais juste te lire une dernière phrase. Bien sûr. Et je pense que tu la connais, c'est la chanson de Moustaki. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Je trouvais que c'était une belle conclusion pour tout ça. C'est exactement ça, et elle est très belle, cette chanson. Merci beaucoup, Isabelle, merci pour ce moment. Merci à toi et bonne chance pour la suite. Merci. Alors, à votre avis, que peut encore nous apprendre une révolution pacifique des années 70 face aux multiples tensions du monde actuel ? Et comment le théâtre, quand il évoque de tels événements historiques, devient alors un lieu de transmission, parfois même de réparation ? Je ne peux que vous encourager à aller voir le spectacle La fleur au fusil, interprété et écrit par Lionel Cecilio, mise en scène Jean-Philippe Daguerre. Si vous voulez, vous pouvez venir en discuter avec moi sur le compte Instagram. Le lien est dans la description. Et puis, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site dédié du podcast, L'entrée des coulisses. Le lien est aussi dans la description. Et vous y trouverez un article en complément de tout ce dont on vient de parler. Merci pour votre curiosité. Merci pour votre écoute. À très très bientôt. On referme les coulisses. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal.